Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules. 3 moyens pour réagir à nos sujets. GG au 93 si vous êtes abonné Orange, vous faites le 657 39 13 13 ou sur le www.espacefmguinée.info ou autrement, vous allez carrément sur Twitter, hashtag espace GG et le soir, vos messages vont défiler à la télévision. Et tous les soirs également, vous avez rendez-vous avec cette équipe et cette émission à 18h sur Sud FM 99.4 dans la zone spéciale de Conakry. En province, vous nous écoutez à la radio sur nos différentes antennes régionales 99 et 99.7. Merci de nous regarder également à la télévision depuis Sigiri. Bienvenue dans cette émission. À la une, lutte contre la corruption et les malversations financières. Un premier acte fort du nouveau Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Celui-ci l'avait promis, il annonce les couleurs déjà. Il sera sans quartier pour les prévaricateurs et autres fossoyeurs de l'économie guinéenne. 2 premières victimes de la grande croisade annoncée. Il s'agit de M. Paul Moussa Diawara et de Sekou Kamara, respectivement directeur général de l'OGP et directeur général de l'OGC. Ils ont été révoqués de leurs fonctions hier soir suite à un décret présidentiel diffusé sur les ondes des médias d'État sur proposition du Premier ministre. Et ce n'est pas tout. Par ailleurs, il est instruit à l'agent judiciaire de l'État de procéder à la poursuite judiciaire contre les concernés. On en parle en fil rouge tout au long de cette émission avec M. Mamadou Taran Diallo de Transparency International Guinée. Il sera au téléphone dans cette émission. Des guerres lasses et en désespoir de toute cause, les greffiers de Guinée ont décidé enfin de déclencher à compter de ce vendredi 8 juin une grève générale illimitée sur toute l'étendue du territoire national. Conséquence immédiate, c'est la paralysie totale de toutes les activités dans les cours et tribunaux de Guinée. Quelles sont leurs réclamations et que répondent les autorités concernées? Toutes ces questions posées ce matin dans cette émission. Monsieur Tamba Wenduno, il est premier responsable des greffiers de Guinée, et Monsieur Sekou Keita, responsable de la communication du ministère de la Justice. Ramadan et civisme, ou comment contribuer à favoriser des attitudes et actes de civisme par la foi. C'est le but que s'est fixé tout au long de ce mois de Ramadan une structure de la place en collaboration avec des organisations de la société civile guinéenne. Tout sur cette initiative avec Moussa Djoumessi du cabinet Eventus. Il sera notre invité. Il va nous rejoindre dans ce studio dans la deuxième partie de cette émission. Merci de rejoindre l'équipe. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Basekou. Bonjour Abaka. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Abaka. Antoine Kikbafouri Kourma, bonjour. Bonjour. Bien, Mohamed Mara, voilà, c'est pas passé inaperçu ce décret du président Alpha Condé hier qui revoque M. Paul Moussa Diawara et M. Sekou Kamara de leurs fonctions respectives. Oui, ce n'est pas une surprise, on s'y attendait en réalité depuis déjà quelques semaines, puisque on a suivi cette affaire-là de près. Puisque vous vous rappelez déjà qu'on a eu à parler de ces audits-là qui ont eu lieu à l'Office guinéen de la publicité et donc qui découvrait, si vous voulez, qui faisait remonter un gap de près de 25 milliards de francs guinéens, donc qui n'était pas justifié, et puis de 14 autres milliards qui auraient été envoyés vers, si vous voulez, qui auraient été envoyés vers des destinations qui n'étaient pas prévues à l'avance. Et puis de l'autre côté, vous avez quand même l'OGC, dont Radio Espace parle depuis plus de 2 ans. Bizarrement, on n'a jamais arrêté la saignée. La saignée, elle a continué 2 années de plus. Et vous savez, même malgré les tentatives de corruption, notamment de journalistes, vous vous souviendrez si vous voulez, de ces bobinaux que nous avions eu à passer ici, de ces extraits d'enregistrement qu'on a passé ici, dans lesquels on entendait carrément le directeur général de l'Office guinéen des chargeurs tenter de soudoyer Lamine Guirassy, si vous vous souvenez très bien. Ouais. On a diffusé ces sons-là ici. Dans les conditions normales, lorsque le procureur est ainsi informé
de la commission d'un délit, même par voie de presse, le procureur général a l'obligation d'ouvrir une enquête. Nous sommes quand même dans un pays extraordinaire où pendant très longtemps, les médias attirent l'attention sur une prévarication supposée et personne ne parle. Ne serait-ce que cette tentative-là de corruption, notamment de journalistes, aurait dû faire l'objet d'une ouverture d'enquête de la part du procureur. Ça n'a jamais été le cas. Mais aujourd'hui, donc, il semble que, en tout cas, l'État ait suffisamment d'éléments pour demander des comptes à ces deux commis, à ces deux euros commis qui étaient à la tête quand même de sociétés publiques. Maintenant, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que avant tout, le principe de la présomption d'innocence existe. Exactement. Il faut qu'on fasse très attention. Moi, personnellement, à partir du moment où on dit que la justice, l'agent judiciaire de l'État est saisi du problème, parce que, et ça déjà, on le savait, ce n'est pas à l'arrivée du décret que nous nous sommes informés, mais ça date déjà de près de 2 semaines. Donc, je sais qu'on marche sur les œufs, je ne vais pas me lancer en conjecture. Oui. On a entendu ici, il y a 3 jours, je crois, le directeur général de l'OGP qui expliquait, donc l'ancien directeur général de l'OGP, qui expliquait que, si vous voulez, la procédure n'avait pas été respectée. Je pense que maintenant, chacune des parties... Ajoutez à cela aussi le fait que dans le cas de l'OGP, à la différence de l'OGC, je pense qu'il faut quand même le dire, c'est que pour ce qui concerne l'OGP, le rapport d'inspection, le rapport de la mission d'inspection n'est que provisoire. C'est là-dessus que j'allais en venir. C'est là où j'ai trouvé quand même qu'il y avait un peu de précipitation. Exactement. Parce qu'il faut faire attention, devant le juge, les procédures comptent surtout dans ces types d'affaires. C'est ce qui fait que généralement en Guinée, il y a de très grosses affaires, tout le monde en parle. Et généralement, on salit, on demande totalement la réputation des gens et en fin de compte, les juges annulent. On a l'impression que les juges ont été soudoyés alors que c'est pas ça. Le juge, il dit le droit selon ce qui est écrit et il n'a pas d'état d'âme. Donc, il faut faire attention avec les procédures. Moi, je n'ai quand même pas compris comment un rapport qui n'est que provisoire peut déjà donner lieu, si vous voulez, à des poursuites judiciaires, à une révocation et voilà, tout cela. Mais attention, le chef de l'État... Bon, c'est vrai, c'est une révocation. Sinon, si c'était un simple acte de démission ou de remplacement, j'aurais compris, parce que de toutes les manières, cela est dans son pouvoir, cela relève de son pouvoir discrétionnaire. Donc, ça ne me pose pas de problème. Mais maintenant, l'un dans l'autre, les deux commis de l'État vont quand même avoir la chance de se défendre et d'expliquer leur gestion, parce que j'ai entendu dire ici par exemple que le fonctionnement de l'OGP pendant 3 ans n'avait pas été pris en compte, notamment dans le travail qui a été fait, et ainsi de suite. Je pense que chacune des parties aura désormais l'occasion de se défendre. Oui. Et là on saura exactement qu'est-ce qui s'est passé. Bien, allez-y Bassekou. La nouveauté cette fois-ci, Bassekou, c'est que il a été clairement énoncé dans le décret que c'est sur proposition du Premier ministre que les 2 cadres ont été revoqués de leurs fonctions. En tout cas, c'est à mon avis la matérialisation... C'est un signal fort. Hein? Oui, c'est la matérialisation d'un certain nombre d'engagements que le nouveau Premier ministre Kassori Fofana, vous le savez, a pris en annonçant que parmi ses priorités, il va bien figurer ce qu'on appelle la lutte contre la corruption. Et il va le redire plus fort le jeudi prochain devant l'Assemblée nationale. Les détournements de fonds, des malversations financières. Depuis 2010, vous le savez, depuis l'élection du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême du pays, dans son entourage, des ministres à tous les niveaux, ceux qui gèrent les régies financières, vous le savez très bien, beaucoup se sont rendus coupables de malversations financières. Il y a eu des audits importants qui ont été menés, des rapports ont été dressés par l'Agence nationale de lutte contre la corruption, des rapports qui n'ont pas été jusque-là publiés. Par l'agence, non, pas le comité d'audit. Voilà, le comité d'audit. Le fameux comité d'audit à l'époque à sa tête, monsieur... effectivement, oui. Massoud Cham, Jonas Mukamba Diallo d'abord, voilà. Ensuite, il y a des inspecteurs d'État aussi, vous le savez, qui ont relevé pas mal de dysfonctionnement, de détournement d'argent, de malversation au niveau de certaines régies financières. Il y a eu aussi le rapport de Massoud, Mohamed. Justement, les rapports de Massoud. Les rapports étaient très costauds aussi. Absolument. Mais on a annoncé le président a annoncé après que des têtes vont tomber, qu'il allait couper des têtes. On n'a rien vu.
Je pense que si on veut sortir ce pays de l'ornière, on veut sortir ce pays de léthargie, le premier mal de ce pays, c'est à mon avis la corruption. Les Parce grandes gueules. il y a tellement de dossiers sur lesquels aujourd'hui, Mohamed Mara le rappelait, les parquets devraient se saisir à partir du moment que des journalistes font des investigations pour mettre à nu des dysfonctionnements, des malversations financières. Eh bien, si le Premier ministre Kassori Fofana donne le ton, ça veut dire que aujourd'hui, les autres acteurs également doivent l'accompagner, les acteurs de la société civile également, qui ont dit haut et fort devant le président Alpha Condé, Ils détiennent des preuves. eh bien, si dans sa Kourma m'écoute, si les autres acteurs de la société civile, Sano, la PQ m'écoutent, eh bien, c'est le bon moment, à mon avis, de se mettre en rapport avec le Premier ministre pour mettre à sa disposition des rapports, à mon avis, sur des malversations financières. Et ce qu'il faut dire, c'est que dans le secteur minier, surtout, je pense qu'on doit avoir une oreille attentive par rapport aux rapports qui ont été dressés par des structures spécialisées en matière d'enquête de rapport sur le secteur minier en Guinée, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé. Je pense que c'est un coup qui a été donné, c'est un signal fort. Et ça, il faut poursuivre ces efforts. Parce que si les deux personnes qui ont été révoquées de leur fonction pour malversation financière ont la capacité de se défendre, je pense que ça va dissuader d'autres personnes aujourd'hui qui sont certainement dans des activités illicites de malversation financière dans le pays. Merci. Jacques Lewa, l'autre nouveauté, ils l'ont déjà dit, c'est vrai, mais il faut appuyer sur la chanterelle à l'attention de nos auditeurs, c'est cette poursuite qui est engagée contre des cadres qui sont soupçonnés. Qui doit être engagé. Qui doit être engagé. Qui n'est pas engagé encore. La décision, elle est prise. Oui. Il est instruit, l'article 2 du décret, il est instruit à l'agent judiciaire de l'État donc d'engager. Bien. Oui, et avant cela, déjà, l'ordre avait déjà été donné d'instruire ce dossier et le ministère de la Justice, en réalité, a été saisi. Bien, c'est quelque chose d'inhabituel, d'assez inédit dans notre pays, en tout cas sous l'ère Alpha Condé. En tout cas, il faut dire que la démarche, elle est courageuse. Parce que si vous lisez la lettre de recommandation faite par le Premier ministre, vous vous rendez compte que c'est un travail commencé par l'équipe Djoula. Donc, il est venu rendre, si vous voulez très bien, Kassori Fofana, c'est lui qui est venu prendre la décision, mais le travail avait été entamé déjà par l'équipe Mamadi Djoula. Maintenant, ce qu'il faut dire... surtout avec une implication forte de l'ex-ministre de l'économie et des finances. Je pense qu'elle avait fait un bon travail dans ce sens. Oui, si au moins on écoutait Malador, parce que Malador, elle a quand même tenté plusieurs fois d'arrêter de saigner. Je pense que plus d'une fois, cette dame-là quand même a posé ce tact. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, son inexpérience, mais plus d'une fois, Malador a ici fermé, a serré les vis à pas mal de commis de l'État. Je pense que si on veut réellement aujourd'hui, parce que ce que je crains, c'est qu'il y ait, si vous voulez, une punition sélective dans cette histoire. Alors qu'en réalité, la plupart des régies financières de l'État aujourd'hui échappe à l'orthodoxie financière. Je pense qu'il faut penser à tout ce que cette dame-là avait relevé comme réserve à l'époque et vous allez voir que l'État pourrait faire pas mal d'économies. Mais c'est pourquoi on dit que c'est un signal fort. Le ton n'est que donné. Le ton n'est que donné. Maintenant, il faut espérer que la panoplie de dossiers sur lesquels l'équipe sortante travaillait puisse connaître la suite. Parce que nous n'avons pas peut-être la connaissance de tout, mais nous savons pertinemment que ce n'est pas les seuls cas de corruption qui ont été enregistrés dans ce gouvernement-là. Il y a eu beaucoup d'actes qui ont été commis et qui sont suspects. Et un travail de profondeur doit être fait. Il faut éviter de faire un travail sélectif, comme Mohamed Mara l'a dit. Vous le savez très bien. Depuis Saïd Fofana, on parlait de ces tentatives de détournement, de ces corruptions au niveau des départements ministériels. Et on se rappelle bien, Mohamed Saïd Fofana a dit, bon, on est au courant, mais on est informé des cas de corruption, on nous saisit, on est convaincu de la pertinence des dénonciations qui sont faites, mais on ne sait pas quoi faire. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de révoquer les personnes de leurs fonctions, mais en tout cas d'engager aussi des poursuites judiciaires comme Kassori veut le faire.
encore une fois, un travail sérieux doit être fait pour montrer à la face du monde que les faits sont établis à travers la justice. Oui. Et si les faits sont établis... Il faut quand même souligner cette rupture, parce que par le passé, lorsqu'il y avait des soupçons de détournement ou des cas avérés de détournement au niveau des régies financières ou des sociétés publiques, on se laissait simplement de révoquer les concernés et de ne pas poursuivre. Et de ne pas engager ou si vous voulez même, on laisse faire parce que parfois rien n'est fait. On s'arrange entre soi et puis on laisse passer des choses. Je crois il faut une rupture profonde. Il doit être courageux d'aller jusqu'au bout. Je voulais avant qu'Antoine ne prenne la parole, il faut que les politiques ne se mixent pas, les coordinations régionales ne se mixent pas dans ce dossier-là. Je le dis, oui, attendez. Ils vont pas je le dis, s'il vous plaît. Je sais ce que je dis. Je sais que si vous prenez par exemple le cas de Paul Moussa Diawara, c'est un allié sûr du RPG Arc-en-Ciel du président Alpha Condé. On le connaît très bien, on sait qu'il a un électorat, un bastion assez important. Alors ce sont des mises en garde pour les coordinations régionales et notamment pour comment on appelle certaines politiques qui vont devoir faire des récupérations politiques, comme ça a été le cas par exemple. Pour ce cas, je ne crois pas. Oui, attendez, il y a la coordination Mandeng aussi. Il y a la coordination Mandeng aussi qui peut se dresser derrière Sékou Kamara. Justement. Il faut rappeler que Sékou Kamara est membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Donc je pense qu'il faut qu'on laisse Kassori Fofana, il faut qu'on laisse la justice faire son travail. Les coordinations régionales, les politiques n'ont qu'à s'éloigner de ce dossier-là, parce que si on connaît un aboutissement dans ce dossier, ça va permettre à d'autres régies financières, à d'autres directeurs nationaux, à d'autres ministres de pouvoir s'expliquer sur leur gestion. Voilà la précision que je voulais apporter. Merci Antoine, et merci plutôt Basseko. Allez-y Antoine. Cet appel, il est certes important, mais je ne crois pas la peine, parce que je ne crois pas que les coordinations s'en mêlent. Je ne crois pas à cela du tout. Apparemment, tu n'es pas en Guinée. Je suis sur la planète. Je pense que tu vis sur Pluton. Tu n'es pas du tout sur la planète Terre et dans le pays qu'on appelle Guinée. Tu vis sur Pluton, c'est clair. J'en suis sûr. Ils ne s'en mêleront pas. Ça, j'en suis convaincu. Alors, ce que j'ai envie de dire. Tu es trop naïf ce matin, honnêtement. Merci beaucoup pour. Merci de relever ce matin. Parlant de ce décret pris par le président sur la demande de Kassori Fofana, il faut dire que, certes, il n'a pas achevé le travail de Mamadi Youla, mais c'est sur recommandation aussi du PCA à l'époque, dirigé par Bantamasso. Il faut dire que Bantamasso, en dirigeant qu'on appelle le CA de l'OGP, a mené ce travail. Je me rappelle que j'ai eu un entretien avec lui. Il a estimé qu'il y a eu assez de gaps qui ont été enregistrés dans la gestion de Paul Moussa Diawara. Et on se rappelle encore de ce bras de fer qu'il y avait entre les deux hommes. Ce n'est pas exclu. Non, c'est pas politique. Si, tu vas le politiser parce que tu vas nous ramener dans les conditions qui ont prévalu justement à l'envoi de cette mission. Et si on y va, on va se retrouver en plein politique. Nous, on se souvient exactement de comment la mission est intervenue. Je ne suis pas en train de le politiser. Je parle du travail d'un PCA à l'époque qui était dirigé par Bantamasso. Sauf que ce PCA était ministre conseiller à la présidence. Il ne faut pas nier le rôle joué par Bantamasso dans ce dossier. Bantamasso, je le dis encore une fois, a joué un rôle dans ce dossier. Si la politique, c'est pas à moi de le dire, c'est à ceux-là qui ont mené l'enquête. Paul Moussa reste convaincu que c'est un acharnement politique. Dans tous les cas, on se souvient qu'il y a un bras de fer qui, jusque-là, n'est pas encore fini entre Paul Moussa et Bantamasso. Il faut le rappeler tantôt. Maintenant, parlons de ces reproches qu'on fait à Paul Moussa Diawara. Il s'est défendu à notre antenne en disant que les choses ne sont pas passées dans les règles de l'art. Dans l'ordre de mission qui était envoyé pour les inspections qui sont venus, pour les inspecteurs qui sont venus, c'était pas mentionné que c'était pour un audit. Et c'était par rapport aux différends qu'il y avait entre le PCA et le directeur de l'OGP. Une fois encore, il faut rappeler que ce PCA dirigé par Bantamasso, à sa venue, avait clairement indiqué son mécontentement vis-à-vis de Paul Moussa Diawara. Et donc, souffrait que je dise que c'est Bantamasso qui est à l'origine des malheurs de Paul Moussa Diawara. Et donc, il y a eu d'autres. Mais vous êtes d'accord qu'in fine, quand même, c'est un rapport provisoire concernant l'OGP. Il est provisoire. Bien. Il est provisoire, mais il ne faut pas nier aussi les rôles importants joués par Paul Moussa Diawara à l'OGP. L'OGP dans un trou, Paul Moussa Diawara réussit tout de même à le faire, à le mettre. À le faire émerger. À le faire émerger. Il réussit tout de même à faire de l'OGP un office important. Parce que grâce à lui, la plupart des régions du pays ont eu des agences de l'OGP. Grâce à lui, l'OGP
Pour ceux qui ne le connaissaient pas, on réussit à le connaître. Plus de 300 travailleurs sont à l'OGP aujourd'hui. C'est l'œuvre de Des directions Paul Moussa Diawara. régionales et des directions communales. Il a certes commis des erreurs dans sa gestion, mais ne nions pas les efforts importants qu'il a fournis à l'OGP. Je tenais à le rappeler tantôt. Bien. À part l'OGP et l'OGC, il faut rappeler le cas de la Sogiac. Son directeur a été révoqué, mais il n'y a pas eu d'action prise contre lui. Je ne comprends Quel pas. directeur? De la Sogiac. Non, pas du tout. C'est le Les PCA. grandes gueules. Le PCA, autant pour moi, le Voilà. PCA a été révoqué. Le PCA a été révoqué parce qu'il voulait inscrire à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration à Paris un point concernant des soupçons de détournement de plus de 4 milliards. À la Sogiac. Je pense qu'il s'est plutôt trompé parce que c'est plutôt le chasseur là de ce côté qui a été débarqué. Bien, je pense que ça, ce sont des pistes sur lesquelles le nouveau Premier ministre devrait aller, le cas de la Sogiac et bien d'autres sociétés publiques. Mais moi, C'est extrêmement je important. me dis, Ouais. je me dis encore une fois, il y a l'inspection d'État qui peut continuer à faire son travail. Les grandes Mais je crois gueules. qu'il nous faut nécessairement un comité d'audit indépendant qui va continuer à faire ce travail. Ça peut être très important. Parce que bien évidemment, avec l'inspection d'État, on peut à un moment donné avoir des visées politiques Effectivement. pour abattre certains adversaires. Mais un comité d'audit indépendant peut aider à dénicher plusieurs cas de malversation dans les départements ministériels. Justement. Très intéressant. Mais Jacques, ce Et après, que tu oublies, c'est que la nouvelle donne, c'est que Kassouri, il obtient là du professeur Alpha Condé, c'est que ses C'est prédécesseurs... ce que moi je voulais Oui, relever. oui, c'est bien. C'est important. C'est bien. Moi, Parce que j'ai commencé par dire que c'est une démarche non seulement courageuse, et peut-être qu'on n'avait pas dit, c'est que le président de la République a accepté tout naturellement de prendre laisser le décret. la main. Peut-être même, on peut même se poser la question, est-ce que les autres avaient pris ce genre de démarche par le passé? Je ne crois pas, parce que si il y avait eu cela, si le président de la République avait refusé de sanctionner les personnes qui étaient impliquées dans les cas de malversation, il n'avait qu'à le dire, il n'avait qu'à le faire savoir. Donc, à ce jour, on ne sait pas ce qui s'est passé par le passé. Bien, allez-y. Mais encore une fois, moi, je pense à ce comité d'audit parce que l'Agence nationale de lutte contre la corruption ne parvient pas à jouer pleinement son rôle. On le sait, c'est rattaché à la présidence. On dit qu'il n'y a pas de moyens. Celui qui est là ne se bouge pas assez. Pourtant, c'est à cette agence qu'on devrait s'adosser pour continuer à lutter véritablement contre la corruption, à promouvoir la bonne gouvernance. Bien, dans Mohamed notre pays. Mara, on l'a dit, on le redira jamais assez. C'est un signal fort, on est d'accord, mais le Premier ministre Kassouri doit aller plus loin parce que les cas de ce genre, de ce type, Dieu seul le Ça sait. foisonne Voilà, dans ça foisonne l'administration publique. l'administration, oui. Cela foisonne dans l'administration publique. En fait, il y a même un métier qui n'est pas facile. C'est le métier d'auditeur aujourd'hui des services publics. Moi, je ne suis même pas d'accord qu'il y ait un comité d'audit spécifique. Si vous connaissez ce que c'est l'inspection d'État, vous allez comprendre que des compétences, la crème des compétences en matière de comptabilité publique qui s'y retrouvent. Il y a vraiment des gens qui sont formés, qui sont rompus à la tâche là-bas. Mais il y a un aspect que j'aimerais relever. Il ne faut pas oublier parfois l'action des ministres conseillers à la présidence sur les rapports d'audit. Parce que j'ai personnellement à ma possession en ce moment 2 dossiers sur lesquels je travaille, mais il vous suffit de voir les notes techniques, parfois de certains des ministres conseillers du président de la République, adressés au chef de l'État, et tout de suite, vous voyez le président réagir et demander par exemple à Khalil Kaba ou à quelqu'un d'autre de faire convoquer immédiatement l'inspecteur général d'État sur certains types de dossiers. Parce que tout simplement, certains de ces conseillers-là de président, généralement sont des avocats ou des protecteurs de la plupart de ces personnes qui dirigent les régies financières de l'État. Donc, il faudrait comprendre, moi j'aimerais bien que les audits continuent, mais que le président s'assure que ceux qui lui conseillent désormais, eux-mêmes sont blancs comme neige dans cette affaire. Et surtout, qu'ils n'acceptent pas d'interférence. S'il y a un dossier qu'on accepte que le principe du contradictoire soit respecté, et s'il doit y avoir des poursuites, qu'il y ait des poursuites pour que les gens se défendent publiquement. L'autre jour, je vous ai entendu parler d'un dossier avec l'ancien Premier ministre, par exemple, Soirée, notamment du fameux fonds minier. Mais je suis tombé de nu quand j'ai entendu, parce qu'on a voulu faire croire aux gens ici dans ce studio que c'était un topo monté de toutes pièces, notamment par le CNDD, j'ai vu ces rapports-là à l'époque. J'ai vu les signatures, notamment de ces principaux cadres de l'État, avec tous les montants, reconnaissant eux-mêmes. Et ça, ce n'était pas devant le CNDD. Ouais. C'était au niveau de justement de l'inspection générale d'État où ils ont été audités. Mais les sommes sont faramineuses. Vous allez voir que, par exemple, un ministre qui avait notamment
ces bons de carburant, par exemple, à hauteur de 100 millions le mois, s'octroyaient sur le fonds minier 100, 200 millions, et ainsi de suite. Et on sortait l'argent comme ça, en mettant les noms parfois de chauffeurs. Comme un chauffeur peut recevoir, par exemple, 15 millions, 30 millions, 50 millions de la part d'un ministre. Pour quel type de mission? Vous ne comprenez pas. C'est ainsi qu'on pompe l'argent du pays. Mais le problème, c'est quoi? Il faut comprendre que parfois, ces inspecteurs d'État ont aussi peur pour eux-mêmes. Parce qu'ils se font des ennemis. Ils font le travail. Et si après, il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de sanction, ces gens-là, ils sont jetés en pâture. C'est ça un peu le risque. Moi, je pense aujourd'hui que s'il y a du travail qui commence à être fait, qu'on respecte le travail de ces inspecteurs généraux d'État ou tout simplement des inspecteurs d'État, et que cela puisse au moins déboucher sur une procédure, comment on appelle ça, administrative s'il n'y a rien, mais aussi judiciaire s'il y a un problème. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête en chemin. Bien. Voilà. On évoquait les pistes, les cas de structures publiques vers lesquelles Kassori devrait avoir du regard, parce qu'il n'y a pas que l'OGP et l'OGC. Vous vous rappelez, dans le temps, au même moment qu'on évoquait le cas de l'OGC, on évoquait aussi le cas de la société navale, la Naïm également. La marine marchande, etc. Oui, je pense qu'il faut aller très loin dans cette initiative. Il faut aller, à Aboubacar Diallo, à mon ami, voir également du côté de la Direction nationale des impôts. Il faut voir du côté des douanes. Mais absolument, il faut, parce que puisqu'il s'agit quand même d'une opération de contrôle, de vérification, de voir comment les montants sont gérés, comment les taxes qui sont recouvrées au niveau, par exemple, de la Direction nationale des impôts sont gérées. Je pense que il y a la société des eaux aussi. La société des eaux de Guinée, et même de la douane, comme on appelle la société des eaux de Guinée, vous l'avez dit, électricité de Guinée, EDG également, qui est à mon avis aujourd'hui au centre de toutes les discussions avec les délaissages que nous connaissons sur fond de surfacturation, par exemple, dans certains quartiers aujourd'hui. Je pense que les inspecteurs d'État devraient se pencher sur la question de la fourniture du courant électrique, parce que à mon avis, le cas de EDG, c'est le mal le plus commun en Guinée, c'est le mal sur lequel tous les Guinéens aujourd'hui sont d'accord, parce qu'il y a énormément d'argent qui ont été... De EDG, je rappelle quand même, a été fait. Oui, mais il y a un rapport qui date du mois de novembre, a été publié. Et je pense qu'on a même reçu EDG ici pour s'expliquer justement sur le contenu de ces rapports-là. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a même des petites sociétés. Ce n'est pas fini. Le cas de EDG, si vous me permettez, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. L'État... Vous avez tout le temps sur l'État a continué à subventionner quand même le carburant en Guinée. Vous comprenez? Mais comment on peut justifier de tels délestages et ensuite les surfacturations de fois qui ne répondent pas? Attendez, s'il vous plaît. Je pense que... Laissez-le aller au bout. Attendez, je pense qu'il faut faire un examen complet sur les cas de surfacturation, par exemple, que les citoyens aujourd'hui se plaignent dans les quartiers. Donc il y a le cas de EDG. Il y a le cas de EDG, il y a les impôts, il y a la douane, il y a aussi, comment on appelle, il faut même la marine marchande. La marine marchande, l'aviation civile, mais aussi il faut, à mon avis, revoir même la gestion de certains ministres du gouvernement Mamadi Youla, notamment, par exemple, au niveau des départements de la santé, de l'enseignement supérieur, du secteur de l'enseignement préuniversitaire, les affaires étrangères. Je pense qu'il faut faire un contrôle général sur la gestion, par exemple, des gouvernements qui sont succédés durant le régime du professeur Alpha Condé. Moi, j'attire l'attention, en fait, des autorités publiques sur une petite société de rien du tout. Je ne connais même pas le nom, mais qui, en ce moment, est en train de collecter de l'argent sur les automobilistes à Conakry, à raison de 300 000 francs par véhicule. Et on ne sait pas où vont se recettes-là. Cet argent-là, cette société, justement, non, c'est pas la police verte, c'est différent. C'est une société privée qui aujourd'hui se substitue aux commissariats centraux de police au niveau de toutes les communes, qui prennent des véhicules, vous ne savez même pas parfois, parce que dans un pays où les routes ne parlent pas, vous vous demandez parfois qu'est-ce qui est en train de se passer. Moi, j'aimerais aujourd'hui absolument qu'on en parle. Il y a le cas de l'Anaïm. Vous vous souvenez qu'au niveau de l'Anaïm, on est allé fermer les locaux de l'Anaïm à un moment donné. On a pris l'ensemble de la documentation qu'on a débarqué sur la table du chef de l'État. Et où des noms, notamment de protecteurs, notamment les noms de ministres dans l'entourage direct du président de la République, ont fuité dans ces rapports-là.
Ce qui a, à mon avis... Il y avait une inspection ou pas? Les grandes À gueules. l'époque. Le président avait ordonné en tout cas une inspection là-dessus. Parce qu'ils ont fait un travail qui a été débarqué chez le chef de l'État. Et on s'est rendu compte, et j'ai attiré l'attention de tout le monde là-dessus, notamment en février quand il y avait les élections. On s'est rendu compte que la période des élections est très propice justement aux sorties d'argent. Quand je pense au cas... Je pense que c'est en cela aussi qu'on peut peut-être trouver des circonstances atténuantes. J'ai dit peut-être les circonstances On ne peut atténuantes. pas. Attendez, Mohamed, je vais Oui. aller au bout. Oui. Des circonstances atténuantes probablement à M. Paul Moussa Diawara, qui est quand même politique et qui s'est saigné aussi dans le cadre... Non, attendez quand même, dans le cadre des élections. Je ne justifie pas, s'il te plaît. Dans les deux ne nous cas, amenez pas sur ce dans qu'est les deux Aboubacar cas, Diallo. non, il y a quelque chose de similaire qu'Aboubacar veut Voilà. relever. C'est que on se rappelle que dans le cadre de l'ANAïM, si je prends le mois de septembre 2015, j'ai encore le chiffre dans la tête, vous aviez 500 millions de francs guinéens qui ont été décaissés, j'ai encore les rapports, par le DG. Il dit que c'est la contribution du directeur général à l'effort de campagne. Le 500 millions de francs guinéens pour le DGA, on dit frais de campagne. 600 et quelques millions pour une certaine Bintou, dont je vais taire l'identité pour le moment, et qui est très proche du président. 400 et quelques millions pour Vieux Dabo, qui est très proche du président. 200 millions pour un ministre en fonction, ainsi de suite. Tout ça, on dit pour l'effort de campagne. Donc, et lorsqu'on prend justement une régie financière comme l'OGP, lorsque vous prenez 14 milliards et qu'on vous dit que non, l'argent a pris une destination qui n'était pas réglementaire, or on sait qu'au niveau des régies financières de l'État, à l'approche des élections, c'est ce que Aboubacar veut relever, il y a une pression justement sur ces Exactement. directeurs généraux afin qu'ils participent à l'effort de campagne. Donc en réalité, s'il y a des tournements, cela est organisé souvent au sommet par des cadres du parti au pouvoir Exactement. et Par le également régime. par leur ministre Le de régime et le tutelle. parti, Justement, le parti et par au leur pouvoir. ministre de Ça, c'est tutelle, la c'est pagaille. les contraindre à sortir l'argent. Merci, Mohamed. Allez, Ça, c'est la pagaille. Ça, c'est la pagaille. Parce que, à mon avis, même on n'a jamais réussi ici quand on dit c'est pas plafond, c'est pas plafonnement, dépenses de plafonnement. On n'a jamais réussi à contrôler ça ici. Je suis d'accord. Le parti au pouvoir fait ce qu'il veut, il investit de l'argent, il prend de l'argent partout pour investir. Mais moi, je me dis que ça ne s'explique pas. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que si les gens, disons le parti, s'est appuyé sur les directions générales, les directions des régies financières pour financer la campagne électorale, au directeur, voilà l'occasion, voilà l'opportunité d'expliquer cela à la justice. Comme ça, ça peut aider quand même dans l'avenir à moraliser un peu le fonctionnement des partis au pouvoir. Il y a, parce que vous avez demandé les services vers lesquels le Premier ministre devrait aller. Le fonds de garantie automobile. Justement, ouais. Ce service-là, je crois, même nous journalistes, nous ne savions pas qu'il existait. Parce que il y a suffisamment d'argent. Mais on ne sait pas ce qu'on en fait. Je crois que c'est une occasion pour le Premier ministre de nous aider à comprendre ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'accidents. Sogitrans, Sotragui maintenant. Justement, le Sotragui qui est décédé. Avec cette dame-là, avec sa gestion, vous le savez, oui, moment parce que on a évoqué en ce moment, vous vous rappelez, dans cette émission, ce cas qu'on avait évoqué. On évoquait le cas d'une prétendue affaire de détournement de 30 milliards de francs. Concernant un projet d'éclairage public également de ce côté, on avait évoqué le sujet ici, des montants en réalité dont on avait sur lesquels il y a des doutes. Ouais, il y a des doutes. Je pense que la gestion du port autonome de Conakry doit faire l'objet également d'un audit de la part des inspecteurs d'État. Merci. Allez-y, Antoine. Avec Mohamed Lamine Doumbouya du budget, on l'avait constaté avec ses réunions avec les différents EPIC. C'était bien. Il avait travaillé sous les EPA. Sur les EPA, on avait constaté qu'il y avait une volonté pour lui de comprendre un peu le fonctionnement de chacun, même si par moment on n'a pas bien compris à quoi ça aboutit. Aujourd'hui, quand on parle des douanes, de l'ANAïM, de la DNI dirigée par Marissa, si on dit que Paul Moussa a utilisé les fonds de l'État au compte de son parti politique, c'est aussi important de jeter un coup d'œil sur ceux qui ont participé à la campagne présidentielle du président. On se rappelle tous qu'à l'époque, Marissa de la DNI des impôts, on se rappelle qu'il a beaucoup été impliqué dans les campagnes électorales. Le slogan oral laissez-le finir son travail. On se souvient tous que Marissa, du côté de Fria et autres, s'était beaucoup investi pour la victoire du RPG Arc-en-Ciel. Alors c'est important qu'on essaie de mieux comprendre d'où venait cet argent-là, à quoi ça a servi, et surtout comment est-ce que les impôts sont aujourd'hui gérés. Les grandes Kassori, à mon avis,
doit jeter un Tu coup peux d'œil. toujours rêver. Il va jeter un coup d'œil de ce côté. Bien, non, Les impôts, laisse-le aller au les impôts, la douane, c'est important que Kassori fasse de ces deux mais régies-là. pour le moment, une des priorités. pour le moment, sur ces deux régies, on n'a pas d'éléments Mais les sous la main. Non, j'ai dit, on n'a pas d'éléments Il y sous a la des main. éléments à Bakar. Vous en avez Attendez. C'est un travail qui doit être fait et qui doit nous permettre Oui. si Je pense il y a que- des suspicions Je ou pense pas. que partout, il y a de l'argent public. Là. Le Non, Kassouri, il y a un principe, Il y a à mon matière à avis, débattre. que nous devons apprendre à appliquer en Guinée et qui va aider le président de la République. Je pense qu'il peut sortir, il a encore le temps de sortir par la grande porte et d'entrer dans l'histoire de ce pays. Si simplement il fait ceci. Il y a l'inspecteur général d'État, par exemple, qui fait un travail. Il y a parfois des comités d'audit ad hoc qui sont nommés. Il faut publier tout simplement les résultats de ces audits. C'est extrêmement important. L'initiative, par exemple, aujourd'hui, Open Government, exige de l'État, par exemple, que toutes les informations, notamment qui intéressent le grand public, soient publiées. Moi, je me souviens encore d'une autre note technique, Oui. notamment de l'un des ministres conseillers du chef de l'État, je crois que c'est le ministre Madi Kaba, sur un dossier particulier, je n'ai pas encore bouclé l'enquête, où il dit si ce dossier, monsieur le ministre, et il dit, monsieur le président, ce dossier, ce rapport n'est que pour le moment provisoire. Il dit que ce n'est que provisoire, il dit, mais si surtout la presse s'en empare, ou l'opposition s'en empare, eh bien, imaginez les conséquences politiques. Bien. Je pense que ce type de calcul freine souvent le chef de l'État. Ouais, je crois que- Il faut et c'est- apprendre et c'est à pour cette publier ces résultats Justement, ailleurs. Mohamed, c'est pour Quand cette il y a raison- un audit, le rapport, il tombe sur le site internet du gouvernement dans l'heure qui suit. C'est le Justement, minimum qu'il justement, faille Mohamed. faire en Guinée. Il Justement. faut obliger ces gens-là à les publier. Justement, Mohamed, c'est pour cette raison que le chef de l'État laisse la main à son premier ministre, à son nouveau premier ministre, donc il va sévir. Parce que le président Alpha Condé, il est otage de ses arbitrages politiques. Qu'il le laisse pour longtemps. Il y a un service. Qu'il le laisse pour longtemps. Et ceux qui le connaissent, c'est un faux dur. C'est un faux dur. Ça vous- Bien, allez. Non, il a besoin d'être aidé. Mais Il y qu'il a- le il y a laisse un longtemps. service, il y a un service qu'on semble ignorer, mais qui, à mon avis, doit attirer les attentions. C'est le cas de la Caisse nationale de sécurité sociale, dirigée par Malik Sankon. C'est un service. C'est un épique, hein. C'est certes un épique, mais c'est important qu'on y jette coup d'œil. On se rappelle tous de Ouais, cette mais manifestation. comme il faut jeter coup d'œil partout. Partout, Antoine. partout. Non, il C'est le la faut, proposition attention, de là-bas ce c'est bail. criard. Il le faut, c'est criard, il a raison. Allez-y. Vous avez quelle preuve? Alors, moi, je vous donne un exemple. avez quelle preuve? Je vous donne alors un exemple. Non, je vous donne un Manifestation. exemple, puisque tu me demandes. Mais vous faites des Non, affirmations. puisque tu me là. demandes. Oui. Bien. Je vous ramène à un simple numéro. Je ne retiens plus le numéro de journal Le Lynx, qui avait mis au grand jour, notamment des cas de recrutement frauduleux qui n'obéissent, attention, des recrutements fictifs. On a même les noms qui ont été publiés. J'ai encore le numéro. Chez moi, ça c'est un. Secondo, je vous donne un exemple. Demandez à toutes les femmes qui sont dans les entreprises aujourd'hui et qui sont immatriculées à la Caisse nationale de sécurité sociale, lorsqu'elles tombent en grossesse, alors que l'article, je crois, 304 ou 303 ou 304 du Code du travail les protège et affirme que 50% du salaire est pris en charge par les entreprises et que l'autre 50% est pris en charge Bien. notamment par la Caisse nationale de sécurité sociale durant les 12 semaines de comment on appelle ça, les 14 semaines de congé de maternité. Bien. Vous savez ce qui se passe? Les femmes la collectent de l'argent. Lorsqu'elles reviennent après leur maternité, vous savez ce que la caisse leur dit? Non, c'est plutôt 50% de ce que vous cotisez. Alors que la loi est très claire. Les gens cotisent, mais elles ne perçoivent pas leur argent. La plupart de ces femmes-là renoncent tout simplement à l'argent qui leur est dû. Bien, Et Mohamed. cet argent, qu'est-ce que la caisse en Bien, fait? voilà, mais c'est important. Voilà. Je pense que les enquêtes devraient s'orienter sur toutes ces pistes. Allez-y. Oui, aussi Bah, le patrimoine bâti public. Eh ben. Je pense que il faut fouiller de ce côté. Il faut fouiller parce que, oui, le patrimoine bâti public qui gère tout ce qui est bâtiment, aujourd'hui... Vous avez flairé quoi? Vous avez flairé quoi dans la Non, gestion, mais- dans la non, gestion mais- du patrimoine Non, de, mais de Moustapha Naïté à Mohamed Lamine Yayo? Je pense qu'il faut commencer parce que il y a quand même des frais de location, tout ça, qui sont payés. Et logiquement, il y a un compte qui est domicilié du côté de la Banque centrale. En réalité, c'est là-bas. Ça, c'est le loyer de la cité. chemin de Justement, fer. je pense que c'est comme ça doit se faire. Mais est-ce que... Oui. Tu as fermé ton micro. Oui, alors rappelez-vous, en février 2016, on avait fait, vous et moi, une série d'enquêtes, justement, sur notamment la cité chemin de fer, le Casino Royal, par exemple, en particulier, et d'autres entités de l'État qui ont été bradées, qui ont été parfois même revendues Bien. à l'insu du gouvernement. Merci. Moi, Voilà. Antoine, sous les derniers cas possibles. Pour une fois, les inspecteurs d'État auront du pain sur la planche. Enfin,
on leur donne de l'importance. Le cas des DDI et des DDE, c'est aussi important d'en parler. Hier, Moussa Moïse l'avait évoqué dans ce studio. Et il faut rappeler tantôt qu'il y a eu apparemment assez d'inquiétude parce qu'on a senti il avait fait il avait relevé une sorte de lièvre qui semblait dormir. Et aujourd'hui, il faut rappeler qu'on parle de plus de 500 milliards depuis près de 10 années. Et donc, c'est un scandale financier assez important. Et on parle de vol collectif, tel que le disait hier Zachary Tamba Medimono. Et je crois dans les jours à venir, Moïse va essayer de faire un déballage sur ce cas. Mais c'est important d'attirer l'attention des inspecteurs d'État, également du Premier ministre, parce que de ce côté, le scandale, il est énormissime. Merci La Sogipa. Attendez quand même. Bien sûr. Je l'ai pas cité. La Sogipa. La Sogipa. Parce que ça, c'est quand même de l'étranger qu'on a mené des investigations pour dire que la dame devrait s'expliquer sur un montant de 2,4 millions de dollars. Qui a dirigé la Sogipa depuis plus de 20 ans. Bien, la suite. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. On reste dans le sillage. Vous nous regardez à la télévision depuis Bofa Centre. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission. On le rappelle, depuis l'entame de cette émission, lutte contre la corruption et les malversations financières. Un premier acte fort du nouveau Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Celui-ci l'avait promis, il annonce les couleurs déjà. Il sera sans quartier pour les prévaricateurs et autres fossoyeurs de l'économie guinéenne. 2 premières victimes de la grande croisade annoncée. Il s'agit de M. Paul Moussa Diawara et de Sekou Kamara, respectivement directeur général de l'OGP et directeur général de l'OGC. Ils ont été révoqués de leurs fonctions hier soir suite à un décret présidentiel diffusé sur les ondes des médias d'État sur proposition du Premier ministre. Et ce n'est pas tout, puisque par ailleurs, il est instruit à l'agent judiciaire de l'État de procéder à la poursuite judiciaire contre les concernés. On en parle dans cette émission. Dans un instant, monsieur Mamadou Tarandjalo de Transparency International Guinée qui va se prononcer sur cette actualité. Les greffiers de Guinée donc qui partent en grève à partir de ce vendredi 8 juin 2018, une grève générale illimitée donc dans le secteur de la justice. Conséquence immédiate, c'est la paralysie de toutes les activités dans les cours et tribunaux de Guinée. En d'autres termes, donc l'arrêt de tout jugement donc devant nos tribunaux et devant nos cours. Quelles sont leurs réclamations et que répondent les autorités concernées? Tour à tour, en début de la deuxième partie, M. Tamba Wenduno, premier responsable des greffiers de Guinée, et M. Sekou Keita, il est responsable de la communication du côté du ministère de la Justice. Et un peu plus tard, vers la fin de cette émission, on s'intéresse à cette initiative portée par le cabinet Eventus, Moussa Djoumessi, et donc qui sera avec nous dans la deuxième partie pour nous détailler tout ceci. Il s'agit de Ramadan et civisme, ou autrement, comment contribuer à favoriser des attitudes et actes de civisme par la foi tout au long donc de ce mois de Ramadan. On nous signale déjà que M. Mamadou Tarandjalo est en direct. Bonjour M. Diallo. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, M. Diallo. Oui, monsieur Diallo, par décret présidentiel, vous l'avez suivi hier, 2 responsables, 2 directeurs généraux, celui de l'EGP et de l'Office des chargeurs, revoqués pour malversation financière. Est-ce que c'est un signal fort qui a été initié par le Premier ministre Kassory Fofana dans le cadre de la lutte contre les détournements de fonds et les malversations financières? On peut dire oui que c'est un début dans la lutte contre les détournements de deniers publics. C'est un processus qui n'aurait jamais dû s'interrompre. Et maintenant qu'on reparte, il faut insister pour que ça ne soit pas, comme on dit, un coup d'éclair, et que ça soit un processus continu et permanent. Bien. Et de votre côté, comment est-ce que vous analysez cette initiative quand même, cette action qui est enclenchée contre les malversations financières? Vous savez que tout détenteur de pouvoir public ou tout gestionnaire de fonds publics doit être évalué, contrôlé et sanctionné en fonction des résultats. Donc, c'est ce processus qui, si vous voulez, n'est pas fonctionnel depuis un certain temps dans notre pays. Sinon, chaque année, quand il y a ce qu'on appelle les rapports d'activité annuels. Quand vous êtes bénéficiaire d'un budget ou d'une allocation de l'État, chaque année, vous produisez un rapport annuel.
Alors, on peut procéder de deux manières. Il y a les rapports d'activité, parce que vous êtes soumis à des obligations de compte-rendu et de redevabilité. Et la deuxième chose, c'est qu'en dehors de ces rapports d'activité et de vos propres obligations de redevabilité, c'est qu'on peut vous contrôler de façon inopinée les inspections dont vous avez largement parlé ce matin. Donc, il faut recourir à ces pratiques et effectivement faire en sorte que chaque année, qu'il y ait des rapports d'activité et que chaque fois maintenant, soit qu'un citoyen, soit qu'un travailleur d'une entreprise ou la presse comme vous, vous avez des indices et qu'il y ait des dénonciations et qu'on puisse vérifier sur place. Oui, on a suivi le président avec la société civile qui disait n'avoir pas de preuves par rapport au cas de corruption dans le pays. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez également mené des enquêtes et quels sont les éléments que vous avez sous la main concernant des régies financières ou encore des cas de corruption? Des sociétés publiques. Alors, vous savez, c'est la question centrale. Comme vous l'avez énoncé dans beaucoup de vos émissions, alors, c'est la production des preuves. Pour qu'il y ait des preuves, il faut que vous ayez accès à des dossiers. Et si on n'a pas accès à des dossiers, eh bien, il est difficile de constituer des preuves. Mais, et la presse, et les acteurs de la société civile, nous sommes des réceptacles des plaintes de citoyens, des plaintes de travailleurs ou des dénonciations. Ce qu'on peut, c'est porter cela à l'attention de l'autorité. C'est à l'autorité d'envoyer une mission comme celle qu'on a pour vérifier est-ce que ce qui vous a été reproché est vrai ou faux. Quand c'est faux, eh bien, on classe, et quand c'est vrai, effectivement, on entreprend des mesures. Donc, systématiquement, est-ce que vous ou moi, citoyen, je peux aller demander à un directeur général, donnez-moi les pièces de vos dépenses de telle et telle autre chose. Oh, ils ne donneront pas. Mais lorsque vous êtes nanti d'un ordre de mission, signé de l'État guinéen qui vous a mis en place, vous arrivez, vous demandez des comptes, ils sont obligés de produire les pièces. Bien. C'est la raison pour laquelle et la presse et les citoyens, nous restons dans le domaine de ce qu'on appelle la dénonciation. Maintenant, la détection, en réalité elle-même, est une fonction régalienne de l'État, par des preuves, par des inspections. Monsieur Mamadou Taran Diallo de Transparency International en direct dans cette émission. Dernière question. Et est-ce que monsieur Taran, finalement, vous avez de l'espoir avec ce gouvernement? Parce que quand Ibrahima Kassori Fofana est arrivé, il a dit qu'il va lutter contre la corruption. On a fait une large communication sur ces déclarations des biens et puis ces sanctions qui tombent. Lorsque vous regardez les précédents gouvernements et vous voyez ce qu'ils commencent à faire, et est-ce que vous dites qu'on peut garder de l'espoir? Et puis, est-ce que M. Diallo, vous-même, je parlais tantôt de cette société qui est en train en ce moment de poser des sabots sur des véhicules un peu partout à Conakry et perçoit indûment de l'argent. Est-ce que cela a attiré votre attention en tant que structure de la société civile? Bien, ce qu'on va faire, M. Diallo, vous allez rester en repérage parce que la radio, c'est l'heure. Nous allons marquer une pause pour nos obligations commerciales. Derrière, on revient pour continuer ce débat. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.